On va lui boire un petit coup de flotte avant. Il est 15h30. Merci d'avoir choisi Centre Info. Merci d'avoir choisi la proximité en ces temps de distanciation physique et d'éloignement sanitaire. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Un webinaire qui sera consacré à l'acte 2 du FNE Formation Renforcée, ce dispositif qui suscite beaucoup d'intérêt dans un contexte de crise, un dispositif qui se veut temporaire, qui, rappelons-le, a dû se déployer dans l'urgence à l'occasion du premier confinement de mars 2020, mais qui s'inscrit pleinement aujourd'hui dans le plan de relance, dans une vision, on va dire, plus stratégique et dans un temps beaucoup plus lent au regard de cette crise que nous traversons. Donc, le cadre de ce nouveau FNE Formation a été posé officiellement par l'instruction de la DGFP du 27 janvier 2021, une instruction qui pose le cadre, mais qui suscite aussi de nombreuses questions dont les réponses vont être apportées, bien évidemment, à travers ce webinaire, mais aussi à travers des supports de communication de la DGFP. Il y a déjà un question-réponse qui vient d'être finalisé et qui sera publié prochainement sur le site du ministère du Travail. Et pour incarner justement la doctrine de la DGFP sur le FNE Formation, je vais avoir le plaisir de m'appuyer sur Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la DGFP, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Fouzi, merci beaucoup de l'invitation. Merci à tous voilà, de vous être connectés pour échanger avec vous et avec Fouzi sur la mobilisation effectivement du FNE Acte 2. On pourrait même dire Acte 3 parce que c'est un dispositif qui existait avant son renforcement pendant la période Covid, mais qui était un dispositif un peu en sommeil. Et c'est vrai que voilà, il est aujourd'hui un des piliers du plan de relance. Et donc, c'est important évidemment qu'on puisse l'évoquer en 2021 maintenant. En tout cas, merci à toi. Merci infiniment de t'être rendu disponible. Merci vraiment de nous consacrer ce temps. Alors, juste effectivement pour donner un petit peu le mode d'emploi de ce webinaire, on a environ 45 minutes, donc très peu de temps. Ce webinaire enregistre environ 2500 inscrits, c'est dire qu'il y a beaucoup d'attentes. L'idée, c'est d'être le plus efficace et le plus concis possible. On va tenter de répondre de façon la plus précise possible à 3 questions. Alors, la première, quelles sont les entreprises et les salariés éligibles? Ça, c'est ce qui constituera la première partie. Deuxième question, pour quelle offre de formation? Et ça intéressera beaucoup les prestataires de formation qui sont connectés aujourd'hui. Et enfin, quel montant et quel taux de prise en charge? Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous via le chat. Et si vous souhaitez nous poser des questions, faites-le en lien avec ces 3 points et surtout dans l'ordre, ce qui nous permettra de les prendre à la volée et puis surtout de ne pas perdre le fil. Alors, bien évidemment, si vous souhaitez approfondir tous ces sujets, si vous souhaitez sécuriser vos pratiques, donc n'hésitez vraiment pas à consulter le catalogue de Centre Info. Si vous voulez prendre le temps de vous professionnaliser sur le FNE Formation, sur l'ingénierie financière au sens large, sur les missions et le fonctionnement des acteurs de la formation. Donc, il faut savoir que Centre Info donc, a une mission de professionnalisation et vous pouvez bien évidemment consulter ce catalogue en ligne. C'est un catalogue qui s'adresse à tous les professionnels du secteur, que vous exercez dans une entreprise, dans un organisme de formation, dans un CFA, dans un OPCO, dans une association de transition pro. Donc, vous pouvez effectivement le consulter et si vous souhaitez donc vous professionnaliser, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Stéphane, avant de répondre de façon très précise aux 3 questions qui ont été listées, je voudrais qu'on revienne avec toi, on va dire, à l'esprit général de cet acte 3, comme tu le disais, du FNE Formation, que tu nous précises en quelques mots, qu'est-ce qui le distingue, on va dire, du FNE Formation 2020 et concrètement, comment l'État va le déployer dans sa relation avec les 11 opérateurs de compétences. Ok, très rapidement, le FNE, donc je disais, c'était un dispositif qui était un peu en sommeil en 2019. En 2020, on a choisi ce dispositif pour l'articuler avec ce qui a été la réalité évidemment de cette année 2020 et que malheureusement qui continue pour bon nombre d'entreprises et de secteurs d'activité, c'est-à-dire des régimes d'activité partielle et désormais aussi d'activité partielle de longue durée. Et donc l'idée, c'était de construire un dispositif d'urgence dès qu'on a appris les uns et les autres
le cadre sanitaire qui nous obligeait notamment à confiner du 16 mars, pour vous souvenir, hein, jusqu'à juin. Et donc, il a fallu trouver des solutions pour entretenir le lien avec la formation, avec les compétences. Ce défi-là auquel on souhaitait apporter des réponses, au-delà évidemment d'une réponse majeure qui était la prise en compte de l'indemnisation pour les salariés et permettre évidemment qu'ils puissent avoir une rémunération à la fin du mois qui reste évidemment l'objectif premier d'accompagnement des entreprises et des salariés. Mais dans ces temps de faible activité, il nous paraissait important aussi de ne pas perdre le lien pour les entreprises au moment où on allait rebondir, et on l'espère le plus vite possible. Il y a des entreprises qui sont dans des situations extrêmement variées, qu'on puisse continuer d'investir dans le champ de la formation et de la compétence. C'était vraiment cette idée qui nous a conduit à articuler le dispositif FNE Formation avec le régime d'activité partielle. On a donc travaillé avec les directs, qui sont donc les services déconcentrés de l'État, du ministère du Travail, pour construire cette réponse. Mais très rapidement, on l'a construite en mobilisant les 11 opérateurs de compétences. Et donc, au niveau régional, se sont établies des conventions régionales avec quasiment chacun des 11 OPCO sur chacun des territoires. Et je n'oublie pas les territoires ultramarins, mais ce qui a engendré évidemment autant de conventions par chaque direct ou diect outre-mer avec chacun des 11 OPCO. Donc, vous imaginez un petit peu aussi la lourdeur que ça peut emporter, avec des conventions qui, par ailleurs, évidemment, vivent. Et donc, il y a des avenants, il y a des allers-retours, etc. Et il y a des enjeux d'harmonisation des pratiques. Enfin, bref, on a fait le choix de passer sur un conventionnement national avec les 11 OPCO, en fonction, évidemment, de leur périmètre d'intervention, de leur champ d'agrément, qui est aussi un des fruits de la réforme et de la loi du 5 septembre 2018. Et donc, il permet de travailler avec ces 11 OPCO. Aujourd'hui, on travaille vraiment avec, je vois le slide, avec les 11 OPCO au niveau national, mais évidemment avec l'idée que ça puisse se décliner partout sur les territoires, bien évidemment. Et concernant la signature justement des conventions, alors on sait qu'il y a déjà 2 OPCO qui ont signé leur convention, donc le CODESI et l'AFDAS. Quid des 9 autres OPCO? Est-ce que c'est quelque chose qui est imminent? Quand est-ce qu'effectivement on va avoir, on va dire, un retour sur la conclusion de ces conventions? Oui, les travaux arrivent à maturité, et donc la très grande majorité de ces conventions sont proches évidemment d'être proposées de part et d'autre, évidemment, État et conseil d'administration paritaire des OPCO pour signature. Tu l'as dit, il y a la convention OPCO-DESI qui sert un peu d'étalon. L'industrie, le réarmement de l'industrie fait partie des axes forts et prioritaires du plan de relance. Donc, il y a eu cette convention le 18 janvier dernier qui a été signée par la ministre et les représentants de l'OPCO Inter-Industrie, et qui permet effectivement de travailler. Et c'est ce qu'on a fait avec les 9 autres OPCO. Je dis les 9 parce qu'il y a aussi l'AFDAS qui avait, dès décembre, travaillé avec nous pour notamment prendre en compte la situation du secteur culturel d'une manière générale, mais aussi des publics qui étaient en très grande difficulté, notamment les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs, pour lesquels il était important qu'on apporte des réponses ciblées, compte tenu de ces publics et de la précarité parfois qui va avec. Et donc, on avait une première convention qui avait été signée en décembre avec l'AFDAS, qui sans doute ira avec un avenant, parce que tous les paramètres n'étaient pas définitivement actés. En revanche, ils l'ont été pour la convention OPCO-DESI, et c'est pour ça que j'utilise ce terme de convention étalon, parce que c'est ce qui guide avec les autres OPCO, et elles arrivent effectivement dans une phase de maturité. Et donc, courant du mois de mars, ces signatures devraient être effectives. Alors, commençons, avec chacun des OPCO. Oui, commençons donc par la première question, et je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans les champs techniques, essayer de voir un petit peu ce qui a changé par rapport à 2020. Donc d'abord, commençons par les entreprises et les salariés donc éligibles à ce FNE formation, donc version 2021. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le dispositif est toujours ouvert aux entreprises placées en activité partielle droit commun ou longue durée, mais il est aussi, et de surcroît, et ça c'est la nouveauté, ouvert aux entreprises en difficulté au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail, et on nous dit hors cas de cessation d'activité. Alors Stéphane, la nouvelle instruction cite 2 types d'entreprises. D'abord, donc les entreprises en activité partielle. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. Pour prétendre au FNE formation, il suffira, comme aujourd'hui, de joindre, on va dire, on va être le plus opérationnel possible, de joindre la copie de la décision d'autorisation d'activité partielle ou la copie de la décision d'homologation, validation
si c'est de l'APLD, de l'activité partielle de longue durée. Donc, autrement dit, pour savoir si l'entreprise est en activité partielle, il suffira donc de présenter un document qui atteste qu'elle est bien en activité partielle. En revanche, concernant les entreprises en difficulté économique, c'est la deuxième catégorie, donc ça c'est la nouveauté. Donc là, ça va nécessiter une appréciation au cas par cas par l'OPCO. Et ça, on a beaucoup de questions là-dessus suite à l'instruction. Autrement dit, qu'est-ce qu'une entreprise en difficulté? Alors, tu vas me dire, Stéphane, c'est dans le Code du travail, et donc je peux reprendre les éléments du Code du travail, à savoir donc, une baisse des commandes, du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, des dégradations de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou encore, nous dit le Code du travail, tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. Sauf que ces éléments, on voit bien que ces éléments sont sujets à interprétation. Donc, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la jurisprudence sur le sujet des licenciements économiques. Donc, ma question, Stéphane, est assez simple. Comment les OPCO, demain, vont apprécier si telle ou telle entreprise est en difficulté économique pour accorder une prise en charge au titre du FNE formation? Alors d'abord, je pense que c'est important de s'arrêter sur l'assiette des entreprises éligibles, puisque comme tu viens de l'indiquer, c'est quand même un choix qui a été fait et qui vient des enseignements et des échanges que l'on a pu avoir avec les services de l'État, d'une part, mais d'autre part, évidemment, avec les opérateurs de compétences. Mais beaucoup, effectivement, de services, et notamment les directs, nous ont interpellés sur le questionnement autour de ces entreprises qui n'avaient pas forcément recours à des régimes d'activité partielle, mais qui avaient bien besoin, néanmoins, de soutien par rapport à leur politique compétences. Et donc, on a pris en compte, évidemment, ces demandes, ces retours de terrain, et le choix a été fait d'élargir l'assiette du FNE Formation à ces entreprises qui, encore une fois, peuvent connaître, évidemment, des difficultés, et elles sont une des conditions d'éligibilité. Il faut être en difficulté donc avec ces points de référence que tu as cités du Code du travail. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces difficultés, elles sont liées à la période. C'est-à-dire que ce sont des difficultés qui n'étaient pas des difficultés anciennes, et c'est même une condition d'exclusion. Si on était en difficulté l'année d'avant, ce n'est pas une entreprise qui sera en situation d'éligibilité. En revanche, si les difficultés sont bien liées à la pandémie et aux conséquences de la Covid-19, alors elles deviennent effectivement éligibles à ce dispositif de formation. Donc ça, c'est quand même un premier arrêt sur image qu'il faut avoir. C'est une ouverture, mais une ouverture maîtrisée vers des entreprises et des secteurs qui sont concernés aussi par ces difficultés sans forcément avoir recours à de l'activité partielle. Donc, si je comprends bien, il faut vraiment qu'il y ait un lien avec la Covid-19. C'est-à-dire que les difficultés… Oui, exactement. Il faut que les difficultés soient liées à ça. C'est pour ça qu'il y a les critères de chiffre d'affaires, de perte d'exploitation par rapport à l'année précédente. C'est pour ça que l'article qui est cité est intéressant, parce que le 1233-3 permet d'avoir des points de repère sur ce que ça signifie en matière d'analyse des critères d'entreprise en difficulté. Après, on a, face à cette situation-là, on s'est bien douté que ça pouvait générer des interprétations avec, évidemment, en fonction des OPCO, des situations des entreprises, etc. Et donc, il a été fait le choix, parce qu'on a aussi un enjeu de simplification administrative. Ça, c'est l'autre enseignement que l'on tire. Il n'est pas nouveau, mais c'est sans doute un des plus difficiles aussi à satisfaire. C'est comment on arrive, effectivement, à avoir quelque chose de fluide, d'efficace dans les relations et dans les demandes qui sont faites par les entreprises pour leurs salariés, et puis évidemment des éléments d'instruction, de respect de cadre, de consignes, etc. Et donc on a aussi cet objectif de simplification qui est important à satisfaire, surtout dans la période actuelle. Et donc le principe, il est de la corresponsabilité. C'est l'entreprise qui va s'engager par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. Et on a un document qui sera ramassé, un seul document, parce que c'est important aussi de ne pas multiplier les documents. Donc, un seul document qui permettra à la fois d'assurer sa demande de subvention, mais aussi d'identifier la situation dans laquelle se trouve l'entreprise, qu'elle soit donc en AP, en APLD ou entreprise en difficulté, en ayant évidemment transparence et connaissance des règles qui s'imposent, y compris les règles d'encadrement européen, parce qu'elles sont aussi au rendez-vous du FNE 2021. On est sous encadrement temporaire jusqu'à fin d'année 2021, et la Commission l'a confirmé, donc ce qui permet des taux d'intensité qui sont intéressants, évidemment, en termes de prise en charge des coûts pédagogiques. J'imagine qu'on y reviendra un peu plus tard.
mais ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en cadre, donc cadre européen d'une part, et puis co-responsabilité vis-à-vis de la situation dans laquelle on est pour pouvoir prétendre à ce FNE formation. Donc, on sera sur de l'attestation sur l'honneur à la fois sur cette notion d'entreprise en difficulté, donc c'est-à-dire sur la situation de l'entreprise, et une attestation sur l'honneur, bien évidemment, qui consiste à dire que l'entreprise ne dépasse pas les plafonds de bénéfices des aides publiques qui ont été augmentés. C'est vraiment l'idée d'avoir un seul document de demande de subvention et dans lequel il y a les éléments qui permettent d'attester sur l'honneur la situation dans laquelle on est du point de vue de l'éligibilité et aussi du respect des plafonds européens qui sont là très bien rappelés dans le slide. Donc 1 800 000, et d'ailleurs c'est un montant qui a été augmenté, il était de 800 000 au préalable, et puis il y a des montants qui sont spécifiques au secteur de la pêche. Vous savez que c'est un secteur auquel on est particulièrement attentif, et on y travaille évidemment avec l'OPCO Capiat parce que ça fait partie des secteurs clés, mais il y en a d'autres. On pourrait parler de la montagne, par exemple, puisque vous savez bien évidemment qu'il y a des situations très particulières qui peuvent concerner les remontées mécaniques ou les cafés-restaurants, par exemple. Donc, tout ça, ça fait partie évidemment des secteurs qui sont ciblés. Et là, vous avez effectivement un encadrement européen qui est spécifique à la pêche. Alors, je garde un œil sur le chat et nous avons Elodie qui pose la question suivante. Est-ce que les entreprises qui ont entamé un PSE, donc un PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi, donc ont-elles accès au FNE dès lors que les formations ne touchent pas les salariés touchés par le PSE? Alors, non, on a d'ailleurs dans le question-réponse, parce que parmi les documents sur lesquels on travaille, il vient d'être mis sur le site du ministère. Donc, évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, ils pourront par la suite, évidemment, aller sur le site et prendre connaissance de ce question-réponse. Ce point est précisément abordé de manière négative. À partir du moment où il y a engagement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, on n'est plus dans la cible d'accompagnement du FNE formation. Et donc, on n'accompagnera pas, les OPCO ne prendront pas en charge avec les crédits du FNE qu'on va leur déléguer ce type de situation. Voilà, donc la réponse, elle est claire, mais elle est écrite notamment dans le question-réponse. Donc, ça veut dire que tous les salariés qui sont visés par des PSE ou les entreprises qui ont engagé des PSE, ces entreprises-là ne seront pas éligibles. On est sur un raisonnement entreprise. C'est vraiment le fait d'avoir engagé effectivement ce type de discussion, de négociation au niveau de l'entreprise. D'accord. Donc, on part du principe que tous les salariés sont éligibles pourvu qu'ils travaillent pour une entreprise qui a recours à l'activité partielle ou une entreprise en difficulté économique, à l'exception des entreprises qui sont dans une procédure, dans un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont engagé un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, une seule exclusion concernant donc, le FNE formation, et ça c'est dit noir, enfin, ça n'a pas changé par rapport à la version donc, 2020. Donc, les salariés qui sont en contrat en alternance, les apprentis, les salariés en contrat de pro, effectivement, qui ont des contrats qui contiennent de la formation par nature et qui bénéficient d'un financement donc, dédié, donc ne sont pas concernés. Pour le reste, donc, on comprend que les entreprises en activité partielle, elles peuvent bien évidemment faire des demandes pour tous les salariés, y compris les salariés qui ne sont pas personnellement placés en activité partielle, on est bien d'accord. Et concernant les entreprises en difficulté, là aussi, tous les salariés, sauf si l'entreprise a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, si je résume. Je me permets quand même d'insister parce que c'est quand même un point d'arbitrage aussi qui est majeur. Pour ceux qui ont travaillé, les entreprises, ceux qui nous écoutent, OPCO, offre de formation sur le FNE en 2020, on avait ouvert ce champ de la mixité des publics, puis on l'avait refermé. Et donc, on réouvre désormais aussi cette possibilité, puisqu'on a ouvert à des salariés dans l'entreprise qui n'ont pas forcément recours à un schéma d'activité partielle, de permettre aussi l'accompagnement des salariés qui sont eux-mêmes, qui peuvent ne pas être concernés par cette situation-là au sein d'une entreprise qui, elle, a recours à l'activité partielle. Donc, on accompagne aussi bien les salariés qui sont en AP de ces entreprises, mais également les salariés hors AP, à condition évidemment d'être dans le cadrage des parcours de formation que l'on veut promouvoir. Et c'est donc un point important quand même aussi par rapport à l'assiette des salariés éligibles. On n'oublie pas ces salariés-là. On passe à la deuxième partie. Le FNE formation, pour quelle offre de formation? Donc, quelles sont les actions éligibles?
quelles sont les actions éligibles? Alors, bon, déjà, effectivement, on part du principe que toutes les actions de bilan de compétences et de VAE sont éligibles à la condition de respecter les conditions légales et réglementaires qui régissent ces deux types de prestations particulières. Donc, le bilan de compétences et la VAE, en principe, ne posent généralement pas de problème particulier d'interprétation. En revanche, pour les actions de formation à proprement dites, c'est beaucoup plus subtil. Donc, l'instruction oriente très clairement le FNE formation sur des actions qui visent l'employabilité au sens large et le développement des compétences. Il faut traduire que ce qui va être financé, c'est tout ce qui va permettre aux salariés d'acquérir des compétences ou des connaissances qui seront mobilisables ailleurs et plus tard, c'est-à-dire pas nécessairement dans le poste actuellement occupé. Autrement dit, si la formation dispensée vise juste à adapter le salarié à son poste de travail ou juste à répondre à une obligation réglementaire qui pèse sur l'employeur, ça, très clairement, ça ne fonctionnera pas. Et je dirais même que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, et je parle sous ton contrôle, Stéphane, vaut mieux miser sur une formation sanctionnée par une certification enregistrée au RNCP. Alors, je dis bien RNCP puisque l'article cité donc, dans l'instruction ne vise pas le répertoire spécifique. En revanche, il y a aussi l'idée de répondre aux besoins des branches, puisque l'article vise bien les CQP ou encore les qualifications reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. Donc peut-être un commentaire, Stéphane, sur ce que vous attendez des OPCO dans l'appréciation des actions de formation éligibles. C'est très bien résumé dans ce slide. Donc très clairement, tout ce qui concourt aux prestations de formation, donc actions de formation elles-mêmes, et tu l'as dit, donc les bilans de compétences ou les actions qui concourent à la validation des acquis de l'expérience, c'est d'autant plus important qu'on expérimente, et on l'a étendu jusqu'au 30 juin 2021, les possibilités d'intervention des OPCO aussi sur ce champ de la VE ou des AT Pro, parce qu'on on le pense, des enjeux importants sur ce type de dispositif qui est très sollicité aussi dans le cadre du CPF. En tout cas, voilà, il fait partie du champ global, évidemment, des actions qui concourent au développement des compétences. Et donc, il n'y a pas de difficulté, évidemment, à mobiliser des accompagnements de type VE et bilan de compétences qui peuvent évidemment aussi permettre ensuite de construire utilement des parcours et des évolutions de carrière. En revanche, et c'est très clair effectivement dans l'instruction, on veut promouvoir la partie qui dépasse le champ de l'obligation de l'employeur en matière d'adaptation au poste de travail. C'est important de rappeler que c'est une obligation de l'employeur que d'adapter ses salariés à leur poste de travail. Et donc nous, à travers le FNE 2021, on promeut effectivement les deux autres caractéristiques en matière de plan de développement des compétences, que sont le champ des emplois et de l'employabilité au regard évidemment des évolutions. C'est important de prendre l'ensemble de l'article, qui doit être le L63 21 quelque chose, 21.1 si ma mémoire est bonne, qui permet quand même de bien cibler ce type d'emploi et la capacité à les occuper. C'est aussi une responsabilité de l'employeur puisqu'il doit veiller à ce que ses salariés puissent occuper ces emplois, notamment du fait des évolutions technologiques, des mutations organisationnelles qui peuvent intervenir. Donc, c'est l'ensemble qui peut constituer des parcours utiles en matière d'employabilité. Ce n'est pas simplement l'employabilité un peu réduite. Et puis, la troisième catégorie, c'est encore celle, évidemment, pour laquelle on a le plus d'attentes et sur lesquelles les OPCO seront vis-à-vis des entreprises en attente en matière d'ingénierie, c'est bien des parcours de développement des compétences. Et c'est la troisième catégorie, celle qui, évidemment, qui permet de reconnaître ces compétences, de les transférer. Et c'est, entre guillemets, la partie, évidemment, la plus performante du point de vue des bénéficiaires, des salariés, à partir du moment où ils peuvent accéder donc, à ces parcours de compétences qui leur sont proposés. Donc, on a différents types de parcours, les parcours certifiants, classiques, RNCP notamment, dans toute sa panoplie, mais vraiment un axe fort sur les parcours compétences et les parcours aussi qui sont liés évidemment aux mutations, à l'anticipation de ces mutations aussi, du fait de la Covid, c'est-à-dire que ça embarque des changements dans les process, dans la fabrication, dans la commercialisation, dans l'organisation des entreprises, et ça, on veut aussi le prendre en considération. C'est pour ça qu'on a cette dimension ouverte du développement des compétences et qu'on le retrouve en préfiguration des parcours qui sont proposés dans le cadre des conventions conclues avec les OPCO.
Donc, il faut être très clair là-dessus. Hein. L'adaptation au poste de travail, c'est très bien, mais c'est une obligation de l'employeur. Vous savez qu'en 2020, on a plutôt financé des formations de courte durée, aussi parce qu'on était dans l'urgence, qu'on était aussi dans les obligations de formation à distance exclusivement. Aujourd'hui, c'est plutôt recommandé, mais il peut y avoir des cas de figure où on permet le présentiel. Enfin, la règle, c'est quand même formation à distance, hein, rappel au passage. Donc, on veut projeter vers un volet beaucoup plus qualitatif. C'est pour ça aussi qu'on y met de la lisibilité en termes de durée, en matière de conventionnement, mais à charge pour les entreprises de construire ces parcours en lien évidemment avec l'offre de formation qui a vocation aussi à s'adapter et à proposer ces parcours aux entreprises. Ils peuvent être aussi organisés en interne, hein, c'est une modalité qui est tout à fait acceptable. Mais là, on vise clairement le développement des compétences, l'employabilité et la prise en compte des réalités du fait de la Covid, mais pas des obligations de type adaptation strictement au poste de travail qui sont de l'obligation de l'employeur, qui sont normales, utiles. Et là, on veut faire un saut qualitatif. Alors, tu t'en doutes, Stéphane, là, on a le chat qui explose, là. Donc, on a plein de questions, beaucoup de questions autour du répertoire spécifique. Donc, alors, l'instruction ne vise pas ce type de certification, donc enregistré au répertoire spécifique, mais est-ce pour autant qu'une formation qui vise des certifications au répertoire spécifique doit être écartée d'office? Est-ce que… Non, elles ne sont pas, Oui, elles ne sont pas écartées d'office. En revanche, elles ont vocation à trouver leur place dans un parcours de développement, encore une fois, des compétences. On part d'une situation et on amène le salarié concerné ou les salariés concernés vers des points d'arrivée. Donc, ça peut faire partie intégrante d'un parcours. ah, je crois que nous avons perdu Stéphane. Nous avons perdu Stéphane. Alors, en attendant, je vais continuer un petit peu, donc, avant de retrouver Stéphane, sur la suite, puisqu'effectivement, au-delà de l'action qui doit correspondre aux orientations, on va dire, qui est contenue dans cette instruction, il faut savoir que ces actions doivent, nous dit l'instruction, être organisées dans le cadre d'un parcours. Donc, ce parcours peut être dispensé en externe lorsque l'entreprise a recours à un prestataire extérieur, à savoir donc un organisme de formation avec un numéro de déclaration d'activité, ou en interne si l'entreprise dispose d'un service de formation. La durée de ce parcours est de 12 mois maximum, nous dit l'instruction, et ce parcours peut comprendre plusieurs séquences qui ne sont pas forcément des séquences de formation à proprement dit. Néanmoins, il faut tout de même que la séquence formation reste la séquence principale. Hein. Donc, ce parcours de formation, nous dit l'instruction, peut couvrir le positionnement, l'évaluation préformative, les évaluations intermédiaires et l'accompagnement. Donc, je vois que Stéphane a toujours du mal effectivement à se connecter. Ce que je vais proposer, c'est d'être agile et essayer de le joindre par téléphone en espérant qu'il pourra me répondre et nous pourrons continuer cette co-animation donc à distance. Écoute, j'essaie de rentrer à nouveau dans la salle. Alors, si… là, je vais demander aux participants s'ils t'entendent. Hein, donc, en attendant, là, je te mets sur haut-parleur, Stéphane. Bon. Est-ce que vous m'entendez là si je parle comme ça? Alors, est-ce que vous entendez? Je vais voir un petit peu les réactions. C'est dommage, moi je te vois à l'écran. Ah, il est bien audible, oui. Alors, super. Donc, tout le monde t'entend, Stéphane. Donc, je pense qu'on peut effectivement continuer comme ça. Donc, dommage, on n'aura pas l'image, mais on aura le son. Donc, je disais, Stéphane, donc ce parcours peut effectivement se traduire par plusieurs séquences. Et donc, dans ces séquences, il y a donc des séquences de positionnement, des séquences d'évaluation préformative, des évaluations intermédiaires, de l'accompagnement. Mais la séquence principale reste bien évidemment la formation. Et puis l'instruction va encore un peu plus loin. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et là, on aimerait effectivement avoir ton éclairage. L'instruction parle de 4 parcours possibles.
ces 4 parcours possibles. Il y a les parcours de reconversion, les parcours certifiants, les parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 et les parcours anticipation des mutations. Donc, est-ce que ces parcours-là, ce sont des parcours types que les OPCO devront effectivement apprécier pour voir s'ils débloquent ou pas les fonds FNE, ou est-ce qu'il peut y avoir de la marge pour les OPCO dans l'appréciation, sachant que si je prends le parcours de reconversion, par exemple, on demande en quelque sorte aux OPCO de vérifier si ces parcours, si ce type de parcours relève du FNE formation ou peut-être relève d'un autre dispositif comme la PROA ou le dispositif transition collective. Donc, Stéphane, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière finalement ces 4 parcours types et du moins, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre comme message à travers ces 4 objectifs? Alors, juste avant d'aller là-dessus, j'étais en train de m'exprimer sur au moment où tu disais que le chat avait explosé, donc j'étais en train de dire, mais alors, attendez, peut-être que je vais pouvoir revenir. On va voir, je vais peut-être pouvoir revenir à l'écran. En même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais ce sera peut-être plus sympa. Ah, ça sera plus sympa, voilà. Effectivement. Okay. Ah, bah super. Voilà, je la touche F5, mais il a fallu quand même le faire 2 fois. Non, ce que j'étais en train de dire, ce que tu étais en train de me dire, le chat expose par rapport à ce que j'étais en train d'exposer sur le triptyque adaptation poste de travail, capacité à occuper un emploi compte tenu des évolutions technologiques, etc. Et puis développement des compétences. C'est juste quand même le point de repère principal. Enfin, ce sont les points de repère de ce qu'est le plan de développement des compétences. Hein. Ce n'est pas une nouveauté, c'est dans le code du travail et c'est juste la logique même par rapport aux responsabilités des employeurs, par rapport à leur obligation de former leurs salariés. Et donc, le FNE qui vient en appui, qui vient en renforcement, encore une fois, on est sur une modalité d'exigence plus qualitative, on l'a dit, on le répète, et c'est assumé, c'est ce que l'on veut. Donc, on va effectivement vers le 2e et 3e de ce plan de développement des compétences et c'est effectivement ça figure que ce soit dans le question-réponse ou dans l'instruction qui avait été adressée à nos services par rapport à cette exigence, à cette volonté de promouvoir le développement des compétences. Alors après, ça se traduit effectivement par des parcours qui sont préfigurés, qui préfigurent, mais c'est aussi construit pour aider les entreprises à se situer par rapport aux objectifs qui sont assignés donc à la mobilisation du FNE Formation en 2021 et d'être le plus clair possible sur les dispositifs qui peuvent être mobilisés. Tu as raison d'évoquer PROA et Transco parce que chacun a évidemment son rôle à jouer. Et donc, notamment, s'agissant du premier parcours, le parcours de reconversion, c'est un vocabulaire que tu retrouveras aussi bien dans le cadre de la promotion reconversion par alternance et ça concerne, au moment où je vous parle, il y a 77 accords qui ont été négociés, signés par les partenaires sociaux des branches concernées. Il y en a une soixantaine qui a fait l'objet d'une extension, d'une procédure d'extension telle que c'est prévu par la loi. Et donc, c'est une procédure évidemment assez contraignante, mais on est en train là enfin, on a beaucoup travaillé ces derniers mois pour accélérer le possible et le champ des possibles pour cette reconversion promotion par alternance, donc en permettant la conclusion et l'extension de ces accords. Et d'ailleurs, les parcours reconversion… Alors juste Stéphane, justement, oui, Stéphane, sur ces parcours de reconversion… Je finis ma phrase. Dans les parcours de reconversion, la priorité pour les branches et les entreprises de ces branches, ce sera de mobiliser PROA. C'est fait pour ça. Et donc, le FNE n'interviendra que si PROA n'est pas concerné parce que soit la branche ou les entreprises de la branche ne sont pas couvertes par un tel accord, voire certains salariés, ça peut arriver que dans les accords, dans les certifications qui sont choisies, tous les salariés ne sont pas forcément éligibles ou toutes les certifications ne sont pas forcément éligibles. Si on est dans cette situation-là, alors le FNE peut intervenir. Mais sinon, c'est PROA qui est mobilisé de manière autonome, sans confusion avec le FNE Formation. De la même manière, si le parcours a pour objet d'accompagner une transition vers une mobilité externe, c'est effectivement toute l'ingénierie du dispositif Transco qui est aujourd'hui proposé, qui fait suite à une volonté des partenaires sociaux de proposer ce cadre de solution en lien évidemment avec les services de l'État, avec une ingénierie qui permet de construire à partir d'une
d'accords de type gestion professionnelle des parcours, la mobilisation du conseil dans l'évolution professionnelle, une gestion, une instruction de dossier sur la base du projet de transition professionnelle tel qu'on le connaît et que les AT Pro gèrent en région, vers des métiers, vers des secteurs porteurs, des secteurs qui, eux, sont en tension, et il y en a. Le champ de la santé, dans les travaux publics, il y a plein de secteurs où il y a des tensions qui nécessitent de proposer aussi ces emplois et donc de permettre cette bascule, ces transitions de secteurs avec des emplois qui sont, eux, menacés vers des secteurs plus porteurs. C'est le sens des trajectoires qui peuvent être proposées en mobilité externe dans le cadre du dispositif Transco. Quand on est à l'interne, la réponse est apportée dans le cadre du FNE Formation, sous réserve évidemment de respecter les enjeux de parcours que l'on est en train d'évoquer. Donc, pardon, j'ai peut-être été un peu long, mais c'est important de bien clarifier les trois dispositifs. Oui, alors tu réponds parfaitement donc à ma question. C'est-à-dire que, si je comprends bien, les OPCO, lorsqu'ils apprécieront donc un parcours de reconversion, ils devront hiérarchiser en quelque sorte les dispositifs à mobiliser. Hein, si je comprends bien. Quand on est sur de la reconversion, c'est d'abord, je vérifie si l'entreprise en question est éligible à la proie. Si c'est le cas, ça sera sur les fonds de la proie. Hein, si je comprends bien. Si le projet de reconversion rentre dans la logique Transco, dans ce cas-là, comme la porte d'entrée, c'est l'OPCO, même si le financeur, ça sera l'association Transition Pro, hein, puisqu'effectivement, on est plutôt sur ce mécanisme-là. Mais il n'empêche que l'OPCO va orienter l'entreprise plutôt vers ce dispositif-là. Et c'est qu'à défaut que l'OPCO va effectivement recourir au FNE formation renforcée. Absolument. On doit cette lisibilité vis-à-vis des entreprises, de leurs salariés. Donc, c'est important d'être très clair. Donc, là où il y a de la proie, elle est mobilisée par les OPCO qui gèrent ce dispositif. Et puis, il y a le système de péréquation. Je ne rentre pas dans les détails avec France Compétences. Et il y a des crédits qui sont renforcés au niveau du plan de relance, les 270 millions d'euros qui sont aussi en trajectoire dans le cadre du plan de relance. Il y a le dispositif Transco qui, lui, est plus récent, mais qui fait l'objet donc de cette ingénierie de parcours vers des mobilités externes et effectivement avec une gestion, avec un sourcing entreprise qui peut être réalisé par l'OPCO parce qu'ils connaissent bien, évidemment, c'est l'intérêt de les mobiliser, mais avec effectivement une réponse qui sera structurée autour du PTP à travers les associations de transition pro. Et quand on n'est ni dans le premier cas ni dans le deuxième, la place est ouverte évidemment pour mobiliser du FNE formation pour accompagner ces premiers parcours de reconversion au sein de l'entreprise. Parce qu'on peut se reconvertir, évoluer, changer de métier au sein d'une même entreprise. Très bien, c'est très clair. Alors, il nous reste environ donc 7 minutes. Donc, on va attaquer donc la troisième partie, quel taux de prise en charge par les OPCO. Donc, quel taux de prise en charge? Là, il va falloir effectivement qu'on s'intéresse au coût pédagogique d'abord. Hein, donc, on va essayer effectivement de faire dans l'ordre, coût pédagogique, et puis ensuite on verra concernant donc la rémunération du salarié pendant la formation. Donc, les coûts pédagogiques. D'abord, il faut effectivement définir l'assiette des coûts pédagogiques. L'instruction nous dit qu'il faut distinguer entre la formation interne et la formation externe. Parce que tout à l'heure, on vous avait dit qu'effectivement, il était possible pour une entreprise qui dispose d'un service de formation interne de dispenser cette formation en mobilisant un de ses salariés pour former d'autres salariés. Donc, en cas de formation interne, seul le coût du salaire du formateur est éligible. Hein. En cas de formation externe, donc là, au-delà des coûts pédagogiques à proprement dit, donc les coûts pédagogiques du prestataire de formation, il y a aussi les coûts de positionnement, d'évaluation préformative, d'évaluation, de certification qui peuvent être éligibles et donc financés sur du FNE formation. Et l'instruction ajoute selon la convention passée par l'OPCO. Alors, peut-être effectivement, il y a peut-être une nuance, mais tu nous le diras tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a effectivement cette assiette qui est beaucoup plus large que le coût pédagogique lorsque on est en formation externe. Une fois qu'on a déterminé l'assiette, donc on va appliquer un taux qui va dépendre de l'effectif de l'entreprise concernée. Pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés éligibles au FNE formation, le taux de prise en charge est de 100%. Hein, pour ces entreprises, il ne doit pas y avoir de reste à charge. En revanche, pour les entreprises de 300 salariés et plus, là, on est sur un pourcentage que vous avez dans ce tableau. Alors, ça reste correct, mais on est plus sur du 100%. Donc, il va y avoir du reste à charge qui peut être financé par l'entreprise elle-même sur ses fonds privés,
Cela peut être aussi par l'OPCO sur des contributions volontaires ou conventionnelles, mais en aucun cas, nous dit l'instruction, ce reste à charge sera financé sur des fonds publics. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible pour l'OPCO de financer le reste à charge en utilisant les fonds de l'alternance, les fonds de la section plan des entreprises de moins de 50, ou encore pour la Caisse des dépôts, d'utiliser les fonds du CPF. Autrement dit, le FNE formation ne s'articule pas aujourd'hui avec les dispositifs légaux pour financer les coûts pédagogiques. En revanche, il peut être complété par des fonds privés, c'est-à-dire les fonds de l'entreprise ou les fonds conventionnels, voire les contributions volontaires. Alors, j'aimerais justement, voilà, donc que tu commentes ce tableau. Très rapidement, parce que concrètement, c'est effectivement très important. Hein, on est dans l'assiette de coûts éligibles. Et donc, ce qu'il faut noter, évidemment, c'est cette réponse que l'on apporte pour les entreprises de moins de 300 salariés, ce qui couvre quand même, vous imaginez bien, une population extrêmement importante d'entreprises qui peuvent être concernées, et surtout leurs salariés, avec donc ce retour à 100% des coûts pédagogiques qui avait prévalu tout au début du dispositif d'urgence et qu'on a souhaité, y compris pour la troisième catégorie d'entreprises, permettre. Et donc, cette réponse, elle est forte. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut être exigeant du point de vue des parcours. Et tu les as mentionnés tout à l'heure. Un parcours, c'est aussi de la pédagogie, c'est-à-dire du positionnement, l'accompagnement de la personne, les séquences d'évaluation, tous les jalons qui construisent un parcours pédagogique. C'est quand même la définition même de l'action de formation, je le rappelle au passage, et qui donc sont appelés. Et donc, cette assiette de coûts, elle se retrouve évidemment prise en compte dans les 100% des coûts pédagogiques pour ces entreprises de moins de 300. Après, on est effectivement moins attractif parce qu'on considère évidemment que les entreprises ont leur responsabilité, rôle à jouer lorsqu'elles sont de grande taille, de plus grande taille. Donc, on a une catégorie intermédiaire 300 000 où on retrouve les taux classiques de 70, 80 AP, APLD et 70 entreprises en difficulté. Et au-delà de 1000, les mêmes taux, à l'exception des entreprises en difficulté où là, l'effort descend à 40% de ses coûts. Donc voilà, c'est, me semble-t-il, très clair. Alors, on verra qu'il y a une exception s'agissant de l'assiette qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, mais je suppose qu'on va l'identifier et qui là permet une possibilité de cofinancement. Dans tous les autres cas, effectivement, il n'y aura pas de possibilité de cofinancement public, donc pas de fonds des OPCO, du FSE, des régions, c'est très clair. La seule possibilité de cofinancement public, elle se fera pour les moins de 50 salariés. En revanche, pas de souci pour des cofinancements de nature privée, versement volontaire, gestion des fonds conventionnels qui existent dans un certain nombre de branches et donc qui peuvent être mobilisés à cette occasion. Alors, une des questions qui revient souvent, donc c'est la question du coût horaire que doit pratiquer, on va dire, l'OF pour bénéficier donc du FNE formation. Donc, en théorie, en matière de prise de coûts pédagogiques sur du FNE, il n'y a pas de plafond horaire. Donc, si le prestataire pratique un tarif horaire à 100 € de l'heure, normalement, cela devrait rentrer dans l'assiette du coût pédagogique à la condition de pouvoir justifier que ce prix de vente répond aux besoins du marché, qu'il est cohérent au regard des moyens mobilisés, qu'il est cohérent par rapport aux tarifs pratiqués sur le marché. On est bien d'accord, Stéphane, qu'a priori, les OPCO n'ont pas à fixer par avance des plafonds horaires dans la prise en charge. Alors, je pense que c'est important qu'on s'arrête un tout petit peu quand même sur le fond par rapport à ces questions de coûts horaires, d'intervention, de rôle des OPCO par rapport c'est un rôle qui est très clairement rappelé puisqu'on est sur une disposition réglementaire. Ça ne concerne d'ailleurs pas que les OPCO, d'où les italiques que tu as mis. Il y a d'autres financeurs qui sont sur la même responsabilité de veille. Le message, il est très clair. On mobilise de l'argent public. Donc, il est normal qu'on soit vigilant sur l'usage de ces fonds et il y aura des contrôles qui seront menés, que ce soit au titre du FNE 2020 ou au titre du FNE 2021, bien évidemment, lorsque les opérations seront évidemment définitives, puisqu'il y a encore plein d'actions qui se déroulent, y compris évidemment au titre des conventions régionales qui se sont, elles, éteintes à fin 2020, mais qui produisent des effets en termes de réalisation des actions, de facturation et de paiement, bien évidemment. Et on l'a observé, je pense, globalement, que les points de repère du type 1 500 € qui a été mis à un moment en place pour permettre un seuil d'instruction. Ce n'était pas un plafond. Et ça a été très largement surinterprété ou mal interprété comme étant un plafond, ce qu'il n'était pas. Et malgré, à chaque fois qu'on a pu rappeler que ce n'était pas un plafond, mais un seuil
d'instructions que l'on souhaitait parce qu'on voulait un maximum de fluidité dans la période. Je parle du FNE d'urgence. Et en revanche, évidemment, une instruction approfondie lorsqu'on était sur des parcours plus onéreux. Parfois, l'offre de formation s'est calée un peu mécaniquement sur ces 1 500 € et ça a pu du coup avoir pour effet de faire flamber des coûts horaires qui parfois étaient complètement ridicules ou extravagants et qui ont conduit d'ailleurs à un certain nombre de refus de ce fait-là. Donc, ce sont des faux amis. Donc, je préfère effectivement qu'on ait un regard collectif qui est un regard de responsabilité, et c'est celui qui est embarqué à travers cet article. On est sur une veille. Les OPCO disposent aussi d'outils et d'indicateurs. Il y a des observatoires, il y a des choses qui existent. Et lorsque c'est évidemment en anomalie et que c'est manifeste, bien évidemment, ça doit conduire, si ce n'est évidemment dans un premier temps, à un dialogue avec l'entreprise, c'est l'entreprise qui achète, et l'offre de formation qu'il propose. Donc, c'est là où il peut y avoir effectivement des évolutions dans les tarifs qui sont pratiqués pour les mettre en cohérence. Mais il n'y a pas à ce stade de volonté de préformater des coûts horaires. Si évidemment les choses devaient être prises en ces termes parce que les choses ne fonctionneraient pas correctement, on régulerait si nécessaire par cet encadrement-là. Mais ce n'est pas la volonté de départ que d'encadrer. Les prix sont libres par ailleurs, faut-il le rappeler en matière de formation. Par contre, il y a une cohérence à avoir vis-à-vis de ce qui est acheté. Et lorsqu'on déploie effectivement de l'ingénierie pédagogique, technologique, et c'est particulièrement, ça fait écho à ce qu'on est en train de vivre du point de vue de la transformation de l'appareil de formation. Alors effectivement, ça donne beaucoup plus de sens d'ailleurs à cet article et à cette responsabilité. Maintenant, on n'est pas dans un monde parfait. C'est comme la construction d'une ingénierie de parcours. C'est plus difficile, c'est plus exigeant, mais c'est quand même ce qu'on veut faire collectivement. Sinon, on fait des choses qui ne sont pas forcément très utiles. Donc à un moment, il faut aussi qu'on assume et que chacun joue sa partition. Il y a une responsabilité des entreprises dans ce qu'elles achètent. Il y a une responsabilité des prestataires de formation dans ce qu'elles proposent et il y a une responsabilité dans ceux qui financent et en particulier lorsque ce sont des financements qui sont issus des fonds publics, soit des OPCO eux-mêmes, soit de la sphère État. Et c'est le cas avec le FNE Formation où encore une fois, c'est la même chose pour PROA ou pour le CPF. On est sur des fonds publics et donc il faut respecter ça. Alors il y a 3 chiffres qui reviennent, là, je regarde dans le chat. Il y a le fameux 1 500 €, tu viens de rappeler, ce n'est pas un plafond. On l'oublie. On l'oublie. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été un plafond. C'était simplement pour instruire les dossiers. D'accord. Donc, mais on l'oublie pour 2021, donc on le met de côté. Il y a effectivement le taux horaire les fameux 80 €. Alors, ça, c'est peut-être des pratiques. Il n'y a jamais eu d'indication contraignante en matière de coût horaire. Il y a simplement une veille, encore une fois, et il faut faire attention quand même à ces coûts, bien évidemment. Mais à partir du moment où on est sur des parcours qui ont vocation à avoir une certaine durée, il y a aussi un lissage qui s'effectue par rapport à ces durées. Encore une fois, quand on est court et qu'on est bloqué sur un montant de type 1 500 € parce qu'on l'a compris comme étant un plafond, c'est ça qui fait des coûts très artificiels en réalité, des coûts horaires. Et c'est ce qui peut, encore une fois, c'est ce qui a pu être observé ici ou là. Au moment où je vous parle, quand on regarde par rapport à ce qui a été fait en 2020, l'effort moyen, c'est un peu plus de 700 € par salarié et un coût horaire à 39 €, ce qui est déjà assez élevé. Mais on est sur des parcours, des actions qui sont courtes. Donc, en bonne logique, sur des parcours plus longs, les choses peuvent évidemment évoluer différemment et il faut arrêter de provoquer des choses qui sont, entre guillemets, un peu artificielles, mais plutôt se projeter sur la vraie ingénierie de parcours, de l'achat qui soit réfléchi par rapport à la situation de l'entreprise. Et là, il y a quand même un enjeu d'articulation avec le projet de l'entreprise, ce qu'elle veut faire, dans quelle situation elle est, comment elle entend rebondir demain sur ses marchés. Et ça, c'est très variable selon les OPCO. Et ça aussi, c'est important à l'entendre. J'entends souvent aussi, oui, les OPCO, ils ne disent pas la même chose, ou alors c'est les directs qui ne disent pas la même chose. D'abord, on n'est pas tout à fait dans les mêmes univers. Il y a des secteurs qui sont aujourd'hui fermés administrativement. Il y a des secteurs qui sont en très grande difficulté, qui sont quasiment à l'arrêt, non pas à cause d'une fermeture administrative, mais parce qu'ils ne peuvent pas tourner sur un plan du modèle économique. Il y a des situations donc, qui sont très particulières et dans le même temps, il y a des entreprises qui se portent bien. Il y a des entreprises même qui y croient. Il y a des entreprises qui cherchent. Et donc, c'est toute cette réalité-là qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, arrêtons aussi avec des repères qui peuvent être des raccourcis. Donc, on veut éviter justement de mettre des points de type 1 500 € comme plafond, etc. Maintenant, si les choses doivent être régulées, elles peuvent l'être au niveau de l'OPCO, elles peuvent l'être aussi par l'État, y compris en termes de contrôle.
Mais on est plutôt sur un principe de responsabilité. Je l'ai évoqué tout à l'heure du point de vue aussi des entreprises. Il faut que tout le monde joue sa partition, offre de formation, entreprise, financeur et OPCO au cas d'espèce. C'est très clair. Donc, il n'y a pas de plafond. En revanche, effectivement, il y a une obligation pour les OPCO quand même de veiller à cette adéquation Ça fait partie financière de leur mission. des prestations. Elle est évidemment pas facile, hein, mais ça fait partie de leur mission et ils l'ont effectué en 2020. Ils l'effectueront encore plus en 2021. Alors, on finit sur la rémunération justement du salarié donc en formation. Concernant donc la rémunération, il va falloir distinguer entre les entreprises de plus de 50 salariés et les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, les entreprises de plus de 50 salariés, c'est très clair, ces entreprises ne peuvent pas prétendre à un financement de la part de l'Europco. C'est-à-dire que la rémunération ne sera en aucun cas prise en charge par l'Europco. En revanche, pour les TPE, PME de moins de 50 salariés, il est tout à fait possible de demander une prise en charge à son OPCO sur la section financière plan de développement des compétences, section qu'il aurait réservée depuis la loi Pénicaud donc de 2018. Alors attention, lorsque l'entreprise de moins de 50 salariés est placée en activité partielle, sa demande de prise en charge ne concernera que les salariés qui ne sont pas justement en activité partielle. Ceux qui sont en activité partielle, eux, leur rémunération est déjà soutenue par l'activité partielle. Et puis enfin, oui. Et pour les frais annexes, il peut y avoir une prise en charge, là aussi, forfaitaire, s'il s'agit d'une formation externe et réalisée donc en présentiel. C'est un forfait de 2 € donc, hors taxe pour chaque heure de formation attestée par un certificat de réalisation. Ouais. Et c'est hors taux d'intensité des aides, c'est une précision qui figure aussi dans le question-réponse. D'accord, donc effectivement, ça ne rentre pas je me dans les permets parce plafonds, que l'arbitrage ce que tu viens d'évoquer par rapport aux salariés qui ne sont pas eux-mêmes placés en situation d'activité partielle, mais dans une entreprise qui, elle, a recours à ce régime, c'est vraiment un arbitrage qui a été rendu très récemment et qui est là aussi un arbitrage d'ouverture par rapport à ces salariés. Et donc, lorsqu'ils sont dans des entreprises de moins de 50 salariés, il y aura possibilité de cofinancement PDC moins de 50 par les OPCO concernés par ces entreprises en termes de taille et par ces salariés à partir du moment où ils ne sont donc plus eux ou pas dans cette situation d'activité partielle. On finit par un point un peu plus opérationnel aussi concernant les dossiers qui ont été déposés donc en 2020. Des dossiers qui peuvent être complets ou des actions de formation réalisées donc en 2020, voire à partir du 1er janvier 2021. Concrètement, comment tout ça va être géré une fois que les conventions donc, signées avec les OPCO vont être déployées. Donc, il y a donc une rétroactivité. Si tu peux nous expliciter un peu ce que dit l'instruction sur le sujet. Il y a deux choses qui sont bien rassemblées ici là, dans ce slide. D'une manière générale, évidemment, le but du jeu, c'est d'éviter ces périodes toujours un peu d'incertitude entre un ancien système, un nouveau système qui se met en place. Et donc, le choix, il est très clair, c'est que les conventions nationales, et c'est vrai pour la convention OPCO-DESI du 18 janvier dernier, mais ce sera vrai aussi pour les autres conventions à partir du moment où elles seront évidemment conclues, signées avec les OPCO, c'est bien de couvrir l'ensemble de la situation depuis le 1er janvier 2021. Et donc, tous les dossiers qui peuvent être éligibles, évidemment, dans le respect des paramètres que l'on vient d'évoquer, les parcours, leurs objectifs, l'éligibilité des entreprises concernées, tout cela, évidemment, sous réserve de respecter, permettra d'accompagner des dossiers qui ont pu arriver ou se manifester dès le début de l'année 2021. Puis la clause qui est celle de gauche et qui permet aussi de couvrir des situations sur des dossiers qui n'ont pas pu être raccrochés aux conventions régionales parce qu'à un moment, on a tout simplement saturé les enveloppes et les crédits disponibles, ce qui est aussi le témoignage d'une vraie dynamique qui a été enclenchée sur ces questions de formation et de compétences en matière de FNE. On n'oublie pas que des dossiers ont pu être déposés de manière complète par rapport à ce qu'étaient évidemment les paramètres connus à ce moment-là, et donc ils pourront être raccrochés à travers des clauses contractuelles pour pouvoir les accompagner, mais évidemment dans les conditions qui étaient prévues au moment de ce dépôt complet du dossier auprès de l'OPCO. Donc l'idée, c'est de permettre évidemment qu'il y ait
pas d'interruption et qu'il y ait des réponses qui soient apportées aux entreprises et à leurs salariés. Voilà, pour éviter évidemment cette période qui sont toujours compliquées d'articulation entre anciens et nouveaux systèmes. Donc, elles sont prévues, les 2 clauses sont prévues dans les conventions qui seront conclues avec les OPCO, et c'est effectivement, ça figure dans les instructions, dans l'instruction qui avait été transmise à nos services et que les OPCO connaissent. Alors, on va prendre encore 5 minutes pour traiter quelques questions. Donc, des questions qui tournent. Alors, j'ai mis pas mal de questions donc en favori qui tournent beaucoup autour de l'éligibilité des actions de formation. Comment une formation au répertoire spécifique peut intégrer un parcours? Bon, ça, c'est plutôt de l'ingénierie, je suppose. Mais en tout cas, il faut que la formation en question intègre un parcours pour être éligible. Et puis surtout, encore une fois, il faut déjà, il va falloir mettre les choses un petit peu dans l'ordre. On a d'abord une première question qui est une question d'éligibilité. Donc, je l'ai dit, l'entreprise, elle a une situation dans laquelle elle est, et c'est face aux difficultés qu'elle rencontre ou au fait qu'elle fasse appel à un régime d'activité partielle qui fait qu'elle peut avoir tout intérêt évidemment à permettre de former les salariés qui sont en inactivité. C'est ça le sens profond de la mobilisation de ce dispositif. Et donc déjà, c'est le premier point auquel il faut répondre et satisfaire. Donc, le projet de l'entreprise, il doit correspondre à cette situation. Et pour faciliter, encore une fois, les choses dans le cadre des parcours qui sont préfigurés, on a des exigences qui sont très claires sur le parcours qui est un parcours de reconversion, des parcours certifiants, et donc on vise effectivement notamment les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Et il y a évidemment, et c'est très important, les parcours qui sont liés aux conséquences de la Covid. C'est ça qu'on veut accompagner plus particulièrement en matière de développement des compétences ou d'anticipation des mutations lorsqu'on prétend préparer le rebond, parce que c'est tout l'enjeu du plan de relance. Ces crédits qui sont mobilisés, ce sont des crédits du plan de relance, et ils ont pour objectif de relancer la machine, de réarmer l'industrie, je l'ai dit tout à l'heure, et d'assurer aussi, et ce sera dans les conventions, d'assurer la transition écologique, énergétique, en tout cas de la favoriser. Et c'est le moment ou jamais, effectivement, de se poser les bonnes questions du point de vue des entreprises pour réussir ces transitions qui sont indispensables à l'économie et à la société d'une manière générale. Donc, c'est ça qu'on attend. C'est pas, avant de se poser la question de ce que c'est le répertoire spécifique par rapport à l'ingénierie de parcours, commençons déjà par poser les bonnes questions sur c'est quoi l'enjeu vis-à-vis de cette entreprise, vis-à-vis de son secteur d'activité. Les réponses des cafés-restaurants et d'un certain nombre d'hôtels ne sont pas les mêmes que celles qu'on va avoir dans le champ automobile, qui est revenu à son champ de 1975. Ce n'est pas les mêmes réalités que la navigation aérienne. Je pense que vous avez entendu ce que sont aujourd'hui les situations d'Air France-KLM et bien d'autres, évidemment. Donc, c'est ça dont on parle. Hein. Donc, avant d'aller chercher la petite bête sur comment ça s'articule, etc., pensons déjà les grands équilibres. C'est pour ça qu'on préfigure des parcours. Et à l'intérieur de ça, on peut construire des réponses intelligentes. Le répertoire spécifique, pourquoi pas. On a cité Cléa, par exemple. Cléa est éligible. Donc, c'est un socle de connaissances et de compétences. Il peut servir, bien évidemment, à construire une logique de parcours derrière. Donc, il n'y a pas de problématique à construire une ingénierie de parcours à partir de quelque chose qui peut être certifiant au sens du RS. Mais attention, ce qu'on veut, c'est des projets d'entreprise. On veut des réalités qui soient cohérentes par rapport au secteur et aux situations dans lesquelles sont ces secteurs d'activité. Il y a des parcours de reconversion, il y a des parcours compétences, il y a des parcours mutation. C'est ça que l'on veut voir. Et après, il y a de l'ingénierie. Les OPCO savent faire. Il y a d'autres aussi ressources pour accompagner les entreprises, notamment les TPME, parce que les grandes entreprises, elles ont l'ingénierie, elles savent faire. Mais elles ne sont pas toujours non plus complètement au rendez-vous, il faut le dire aussi. On a vu des exemples en 2020 où on s'attend quand même à beaucoup plus de stratégies de la part des entreprises, notamment en matière d'APLD. Quand on est sur des périodes longues d'inactivité, les réponses que l'on attend, elles doivent être en proportion. Si on met une durée de 12 mois pour donner de la lisibilité, pour permettre justement ces constructions de parcours, ce n'est pas pour avoir un raisonnement un peu étriqué ou un peu étroit par rapport aux actions d'adaptation. C'est pour ça qu'on quitte clairement ce champ d'adaptation pour aller vers le développement des compétences. Donc oui, il y a du travail à faire sur l'ingénierie de parcours. Chacun a son rôle à jouer en la matière pour la construire. J'ai déjà cité ce document, mais je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il avait cette vocation. Le guide des formations multimodales, qui est toujours téléchargeable sur le site du Forum français des acteurs du digital.
au-delà de ce qui est indiqué sur la traçabilité des actions de formation, notamment celles qui sont réalisées à distance, etc., il y a toute une ingénierie qui est précisée en matière de parcours qui est juste utile à mettre en connaissance, enfin à en prendre connaissance, parce que c'est ça qui structure les parcours de formation. Donc derrière ces mots, parcours, structuration de parcours, action de formation, définition, c'est un parcours pédagogique au service d'un objectif professionnel. Tout ce vocabulaire est rendu très concret à travers les articulations, les exemples de parcours qui sont pris, parce que ça peut être du pédagogique au sens où on l'a dit, positionnement, formation bien évidemment, ça reste la pièce maîtresse, mais il peut y avoir des évaluations en cours de route, il peut y avoir de l'accompagnement renforcé pour les publics prioritaires, ça peut faire sens, notamment vis-à-vis de l'outil technologique, on le sait, on l'a vu notamment en matière d'apprentissage, il y a de l'évaluation à promouvoir, c'est ça, la construction pédagogique du parcours. Et après, il y a des enjeux qui sont vers quoi on veut aller. Et ça, ce sont les préfigurations que l'on donne et qu'on retrouvera dans chacune des conventions des OPCO, assorties évidemment de ce que sont les éléments de contexte de ces différents OPCO et de leur secteur d'activité, qui peuvent être parfois, encore une fois, très variés. Donc, c'est ça qu'on attend et je pense que tout le monde a son rôle à jouer, encore une fois, offre de formation, entreprise, mais les financeurs et les OPCO seront effectivement là pour faire respecter ces orientations et on sera extrêmement attentif et on travaillera avec eux pour que ce soit le cas et on évaluera l'impact de ces parcours. Parce que c'est aussi évidemment un enjeu de s'assurer de ce qu'aurait été l'efficacité de ces parcours pour les compétences, pour les entreprises, les salariés. Et c'est ça qui est en jeu évidemment à travers le FNE en 2021. Merci Stéphane de rappeler ces enjeux pour les prestataires de formation. On a aussi des entreprises qui se posent la question de savoir si demain les OPCO vont plafonner le nombre de salariés ou le nombre de formations financées par entreprise. Je m'explique. On a Claire par exemple qui nous dit est-ce que un seul salarié donc placé en activité partielle permettra derrière de faire financer la formation de l'ensemble des salariés de ces établissements au titre du FNE formation, c'est-à-dire j'ai une personne qui est en activité partielle et puis j'en profite pour financer mon plan de développement des compétences qui lui concerne tous mes établissements en France. À partir du moment où on évoque le champ de la mixité des publics, et c'est encore une fois, c'est pas nouveau, c'est ce qui avait été mis en place au départ, il n'y a pas effectivement de quota. L'idée, c'est par contre d'avoir un projet d'entreprise qui soit en phase de ce qui est attendu en matière de plan de relance. Il y a un plan de relance, il y a des axes, il y a des enjeux, et je l'ai dit, en matière de réindustrialisation ou de renforcement de cette industrie. Il y a des enjeux autour de la transition écologique et énergétique. Il y a des enjeux autour de la transition numérique. C'est ça qui est attendu dans les fondamentaux de ces parcours. Après, si le salarié n'est pas en AP et qu'il peut rentrer dans le respect de ses parcours parce qu'il y est donc amené à travers la stratégie de l'entreprise, oui, il pourra y avoir accompagnement, formation via le FNE. Merci infiniment Stéphane pour tes éclairages, à toi, et puis, écoutez, pour ton sens de la pédagogie. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que les choses sont claires. En tout cas, nous, on va continuer de travailler évidemment avec les OPCO, avec nos services déconcentrés pour que le déploiement se fasse de la manière la plus utile possible, la plus efficace possible. Mais encore une fois, c'est un enjeu de responsabilité collective et donc chacun a son rôle à jouer. Une dernière question, Stéphane. Le question-réponse, parce que je vois dans le chat que cette question a été souvent posée. Donc, c'est imminent, ça sera dans la semaine. Il est sur le site. Il est sur le site, ça y est, d'accord. Bon, parfait. Donc, vous pouvez le retrouver donc, sur le site du ministère du Travail. Non, oui. Dernier message, vous verrez que voilà, on est en train de finaliser le document, parce que c'est aussi ce qui sera la pièce d'adhésion de l'entreprise à la démarche. Donc, ce document qui est à la fois l'attestation de l'employeur par rapport à sa situation, de l'entreprise par rapport à ses situations, qui vaut donc engagement et attestation, plus la demande de subvention, sera donc ce même document. Il sera évidemment à demander, à récupérer auprès de l'OPCO. Et évidemment, il est recommandé, très recommandé évidemment, de travailler avec les services de proximité de ces opérateurs de compétences. C'est comme ça qu'on va construire cette ingénierie et puis l'offre de formation. Je pense que le message aussi est passé, mais ils le font pour un certain nombre d'entre eux déjà très bien. Et je pense que c'est aussi l'occasion de reconnaître cette ingénierie de parcours, y compris à distance. En tout cas, oui. Alors, je tenais juste à dire que les questions que vous avez posées dans le chat sont nombreuses. Comme d'habitude, elles serviront à alimenter notre foire aux questions. Sachez que cette foire aux questions
Vous pouvez la retrouver sur le site de Centrinfo et elle est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup en tout Pour cas les prochains Centrinfo, webinaires, parce que c'est vraiment merci important de Stéphane. pouvoir informer. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Juste peut-être pour les prochains webinaires, rendez-vous donc Je sur vous quitte, le au site de revoir. Centrinfo. Le prochain aura lieu le 25 février. Salut Stéphane. Et portera sur le bilan pédagogique et financier. Donc, et concernant nos événements, on vous donne rendez-vous le 30 mars 2021 pour on va dire un spécial reconversion professionnelle où on va s'intéresser au dispositif phare du plan de relance, le dispositif transition collective, baptisé Transco, qui lui aussi est financé sur le FNE Formation. Donc, on donne rendez-vous à l'ensemble des parties prenantes pour un décryptage des enjeux opérationnels, territoriaux, juridiques et financiers de ce nouveau dispositif. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de vos collègues. Excellente fin d'après-midi. Au revoir.